Parce qu'il y a autant de manières de faire un tour du monde qu'il y a de marins. Nous avons la chance de recevoir un couple qui a réalisé ce fameux tour du monde à la voile en le plaçant sous le signe de l'amour. Et c'est ce que nous allons voir immédiatement dans ce podcast avec leur super récit. Dominique, oui. Fabienne, bonjour. Bonjour. Je crois que vous êtes les heureux propriétaires d'un Dufour 405. Exactement. Et vous avez évidemment fait votre tour du monde à la voile. Une petite particularité, si j'ai bien cru comprendre, vous l'avez baptisé le tour du monde à la voile, le tour du monde de l'amour. Vous l'avez placé sous le signe de l'amour, pourquoi ? Eh bien, en fait, ça s'est passé quand on est arrivé à Porto Santo. Porto Santo, pour nous, c'est vraiment le début du voyage, c'est-à-dire que on arrive dans un port là, atlantique où on rencontre pour la première fois des bateaux qui vont voyager et qui voyagent loin. Alors qu'avant on avons quitté la Méditerranée et on était les escales qu'on faisait, c'était voilà, les navigateurs qu'on rencontrait, c'était les navigateurs qu'on rencontre souvent au bord des côtes. Et là, on commence à rencontrer des gens qui vont faire un grand voyage. Et il y a une tradition à Porto Santo, c'est qui est de laisser une trace, un dessin sur le mur du port. Et c'est quelque chose de très, très joli. Hein, et donc on s'est dit, nous aussi, on va laisser une empreinte sur le mur de ce port. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre ? Et puis on a réfléchi, on a dit, on a envie de donner du sens à ce tour du monde. Et naturellement, par rapport à notre vécu, on s'est dit, le tour du monde de l'amour, voilà un thème extraordinaire, parce que ce monde a besoin d'amour, beaucoup plus d'amour. Et ça fait du bien. Voilà, et voilà, donc on a décidé de le baptiser le tour du monde de l'amour. Le tour du monde sous les meilleurs auspices. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce tour du monde à la voile au-delà de l'amour ? C'était un projet que vous nourrissiez depuis longtemps ? Qu'est-ce qui vous a fait passer à l'acte ? Pourquoi ? En fait, c'était un vieux rêve. Un vieux rêve. Alors, j'avoue que c'était mon rêve. C'était pas le vôtre ? Pas au départ. Vous l'avez suivi ? Voilà, oui, par amour. Voilà, exactement. Donc, c'était déjà un bon début par rapport à ce thème. Et donc, en fait, je l'ai invité à entrer dans mon rêve pour rêver avec moi. Donc en fait, ça a pris quelques temps, cette chose-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de marins qui forcent un peu, qui tentent d'imposer leur rêve. Et là, quand on impose un rêve, ça peut vite devenir un cauchemar, parce qu'en fait, la personne n'est pas rentre pas dedans, elle n'est pas prête et tout ça. Donc là, j'ai pris du temps pour vraiment faire en sorte qu'elle vienne rêver avec moi et que ça devienne aussi son rêve. Alors combien ça a pris de temps en fait, au moment où vous dites je vais faire le tour du monde et ça y est, on va faire le tour du monde, on part, on se jette à l'eau. Combien de temps vous avez mis pour accepter en fait son... Moi, à partir du moment où effectivement je suis rentrée dans son rêve, en fait, il fallait trouver le bateau déjà. Oui, alors ça, on va y revenir parce que il s'est passé pas mal d'années, j'imagine. Oui, choisir le bateau en fonction de certains compromis. Moi, j'étais pas très exigeante. Je voulais pouvoir avoir un lit où je puisse sortir de l'avant sans escalader mon conjoint. Un bateau confortable, voilà. Et qui soit forcément facile à naviguer. Du coup, vous avez choisi un Dufour 405, il faut le dire. Oui. Comment ça s'est passé ce choix ? Dites-moi. En fait, assez naturellement, on a fait pendant 2 ans, on a quand même visité, on a fait la descente de l'Atlantique et puis ensuite la côte méditerranéenne à la recherche d'un bateau. Au départ, on a visité beaucoup de bateaux pour voir celui qui correspondrait le mieux, parce qu'on est à ce qu'on avait besoin. Notre choix s'est affiné. Et puis petit à petit, voilà, c'est vrai, quand on a visité ce bateau-là, on a dit voilà, c'est ça. Voilà. Surtout que celui-là, en plus, c'est la version avec une soute technique, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux cabines, celle de l'avant et une seule à l'arrière. La cuisine est sur le côté. Et en fait, ça correspondait exactement. Moi, je voulais absolument une soute technique vu le projet qu'on avait. Et donc, c'était parfait. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que vous êtes partis faire le tour du monde à la voile sur un Dufour 405, tous les deux. Exactement. Tous les deux. Est-ce que c'est plus difficile de faire un tour du monde à deux qu'avec un... Enfin, c'est beaucoup plus difficile, non ? Comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes entendus
Vous aviez une expérience dans la navigation, dans la voile? Moi, non. J'ai fait un petit peu de bateau avec des amis. J'avais quand même fait, avant de partir, une transat sur un bateau d'amis. Donc j'avais dit, oh là là, je dis, attention, hein, parce que si ça ne me plaît pas, il y a un risque. Il y a un risque pour notre transat à nous. Puis en fait, ça s'est bien passé. Et puis, non, mais ce qui est important, je pense, c'est d'avoir toute confiance au bateau. Au bateau et puis au capitaine. Et au capitaine, oui. Qui est respectueux aussi de ma personne, quoi. Pas partir par des temps de tempête ou tout ça, quoi. Qui veille bien, regarde bien la météo avant, etc., quoi. Puis bon, c'est aussi un peu un MacGyver, donc je sais très bien qu'il sait tout bricoler sur le bateau. Ça, c'est important. Alors moi j'ai une question, en fait. C'est qu'est-ce que vous avez appris alors oui, sur votre bateau, parce que je pense que vous l'avez quand même poussé un peu dans ses retranchements parfois. Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez appris l'un sur l'autre, comme ça, vers votre tour du monde, tous les deux? Alors sur le bateau, on l'a préparé là aussi avec amour, hein, avant de partir. Bon, j'avais fait des petites modifications, des améliorations. J'avais prévu au niveau de la sécurité. Bon, je suis parti par exemple avec un safran de secours que j'ai fabriqué moi-même. Donc j'ai créé une structure qui permettait d'avoir un safran de secours au cas où. Et voilà, et sur nous deux, en fait, on a toujours été assez... C'est une longue histoire d'amour, en fait. On a toujours été assez fusionnels, voilà. assez proches l'un de l'autre. Donc en fait, on se comprend et ça a été que du bonheur finalement, cette traversée. Exactement. Alors en termes d'organisation, quand on fait un tour du monde comme ça demande quand même, oui, effectivement, une certaine organisation au cordeau. Comment ça se passe? Parce que vous l'avez fait avec Escale, hein, quand même. Vous avez mis 4 ans, c'est ça? C'est exactement. Voilà. Ouais. Comment ça s'organise comme ça, ces étapes-là sur 4 ans En fait, elles se font... je dirais, on fait un jour derrière l'autre, et puis il y a une grande ligne. On sait qu'on Vous aviez un plan de navigation quand même au préalable. Un plan de navigation, mais qui était extrêmement souple. Les grandes lignes par rapport aux grandes traversées en fonction de la météo, quoi. Voilà, on savait qu'on passerait par le canal de Panama, qu'on traverserait le Pacifique, et qu'on resterait en fait sur ce que l'on appelle la Coconut Milk Road, c'est-à-dire la route du lait de coco qui est naviguée dans les zones chaudes. Donc c'est un choix parce qu'en fait le climat est assez agréable. Par contre, au niveau de la météo et tout ça, c'est aussi un choix qui parfois est difficile parce qu'on est aussi au niveau de la zone tropicale et donc avec les orages, avec c'est pas toujours évident. Mais c'était le choix de naviguer dans des mers chaudes. Dans des mers chaudes. Voilà. Oui, puis après les escales, elles se font au fur et à mesure du voyage. Des rencontres aussi, parce que des personnes nous disent là-bas c'est super, on change le plan et puis on va là où quelqu'un nous a dit que c'était beau. Donc voilà. Je sais que tout à l'heure vous aviez du mal en off à me dire le souvenir que vous retenez le plus. Je vais quand même vous poser cette question-là. Si vous deviez retenir chacun de votre côté un souvenir, votre plus beau souvenir. Alors j'ai peur que ce soit le même. Puisque... Moi j'en ai deux. Fusionnel. Oui. J'en ai deux. Alors au niveau de la rencontre, c'est à Cuba avec une cubaine extraordinaire qui nous a baladé pendant toute la journée pour essayer de trouver à manger. Parce que ça, c'était pas évident, de trouver du pain, du fromage, des légumes. Vous aviez tout ce qu'il fallait sur le bateau, mais pas à terre. À terre, il n'y avait rien, en fait. Ah oui, à Cuba, c'était très compliqué. Donc ça, c'était une très belle rencontre. Et puis, la rencontre un petit peu solitaire, oui, dans une île, c'est sur un atoll, une petite île dans la mer de Corail. Oui, dans la mer de Corail. Entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Donc là, en fait, c'est une petite île qui était remplie d'oiseaux et des tortues qui venaient pondre sur la plage. Et ça, vraiment... Voilà. Et il y avait des tortues partout. Et voilà, qui venaient se reproduire et qui venaient copuler aussi dans l'eau plus copieusement. Donc là aussi, donc on était encore dans le thème. Toujours le thème jusqu'au bout. L'île de l'amour. L'île de l'amour. Oui, parce que les oiseaux aussi, c'était ça. Oui, les oiseaux aussi se reproduisaient là. Plein de nids, plein de bébés oiseaux. Et on était seul au monde parce qu'il n'y avait aucun bateau. On était avec eux.
extraordinaire. Magnifique. Ouais. J'imagine que c'est aussi votre plus beau souvenir. Enfin, Ah Oui, oui. évidemment. exactement. Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos marins qui nous regardent et qui se laisseraient tenter par une traversée à la voile du tour, enfin faire un tour du monde? Bah, c'est de se lancer. Voilà, c'est de se lancer. Parce qu'il y a un moment, il faut. Il y a toujours des craintes, hein, même après, les gens qui s'arrêtent, qui restent, ils restent au port en fait, et puis bon, ils s'inquiètent un petit peu, et ben, en fait, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est-à-dire que si on peut trouver 12 000 raisons de ne pas partir, et donc il y a un moment, il faut se lancer. Il faut se lancer. Voilà. Et puis en plus, c'est tellement magique quand on est là en mer pendant plusieurs jours, et puis que d'un seul coup, on découvre une île, là, c'est magique. Oui, ça. et puis il faut savoir qu'aussi, il y a une grande entraide. Entre marins, à partir du moment où parce que les gens qui partent sur le grand voyage, on n'est pas si nombreux que ça, et donc il y a vraiment une entraide entre marins. S'il y a un problème, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour aider. On en parle, enfin on essaie de résoudre les problèmes ensemble. Donc bon, nous on a eu la chance de ne pas avoir de problèmes, de gros problèmes, donc il y en a toujours, hein, sur une traversée comme ça, il y en a forcément, il y a toujours des pièces qui lâchent, des choses. On en prend bien soin. On l'a jamais poussé dans ses retranchements parce que justement on voulait qu'il aille loin, on voulait qu'il fasse le tour. Donc on s'est dit c'est pas la peine. À partir du moment où on a vu des marins comme ça, hein, qui tirent, qui poussent le bateau, qui laissent la toile alors que le bateau, souffre forcément s'il y a trop de toile. N'importe quel bateau, les bateaux des Vendée Globe, c'est pareil, ils cassent et tout ça parce qu'on les pousse à l'extrême. Dans le retranchement, évidemment. Bah oui. Nous, c'était pas un tour du monde de la vitesse. Hein. Voilà, nous on avait notre temps. Hein. Mettre 2 ou 3 jours pour une traversée, 2 ou 3 jours de plus, c'était pas un problème. Hein. Donc nous, dès qu'on voyait, on voyait des nuages arriver, etc. On anticipait, on réduisait, être dans la panique après. Quoi. Un tour du monde avec prudence, tout simplement. Exactement, tout à fait. Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère qu'on aura suscité des vocations. Oui. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.